Rhétorique et indécence du politique. Le cas Fillon. Une nouvelle fois, je reviens sur cette affaire, d'autant plus qu'à elle seule, elle a, de façon inédite, déclenché, en quelque sorte, un tremblement de terre, à la fois au niveau politique, judiciaire et médiatique dans le pays, au point d'ailleurs d'éclipser la campagne présidentielle tout entière. Je veux juste vous amener à regarder avec moi comment est-ce que les hommes politiques sont capables de construire une rhétorique qui elle-même frôle avec l'indécence, mais dont le but est tout simplement de faire passer des intérêts partisans. Dans le cas de Fillon, je parle donc de rhétorique et indécence pour montrer comment l'organisation du discours, ses mécanismes se mettent en pli pour mettre sur la scène M. Fillon comme étant l'homme providentiel qui va à la rencontre des Français dont en réalité il n'est que l'incarnation des espérances. Pour cela, donc, j'ai choisi 6 points pour montrer comment ces mécanismes du discours se mettent en place. Le premier, il s'agit de la capacité qu'ils ont à répondre à côté de la question. Le second, c'est la capacité à se faire passer pour l'homme providentiel, ou même ce que j'appelle le verbe incarné, avec toute la portée religieuse du mot. Le troisième, c'est la rhétorique victimaire, alors même qu'on est en pleine débâcle, poursuite judiciaire, ou en tout cas même en pleine information judiciaire, le candidat réussit à se faire passer pour une victime. L'inflation conceptuelle qui vise les mots, la rhétorique construite autour de la violence, justement pour renforcer cette idée de victimation. La rhétorique du soupçon, qui consiste donc à réveiller les vieux démons du complot et de la main invisible, pourrait-on dire. Et enfin, le sixième point, au nom du peuple, ou l'indécence du politique au nom du peuple, parce qu'à chaque fois que ces hommes politiques poursuivent leurs intérêts personnels, leurs intérêts de clan, leurs intérêts de classe, ils les parent toujours de l'intérêt du peuple. Alors, commençons par le premier point, répondre à côté de la question. C'est un jeu auquel sont tout à fait habiles les hommes politiques. Lorsqu'une question leur est posée, lorsqu'un problème est posé, ils ont cette capacité à ne pas répondre à la question. Ils répondent toujours à côté. Et c'est ce que fait M. Fillon lorsqu'on est en train de questionner la fictivité ou non de l'emploi de sa femme. Il décide de déplacer la réponse du côté de la moralité. Il dit ceci, je cite, « En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur, je le regrette profondément. » Donc il y a bel et bien des excuses qui sont présentées, mais en réalité, il ne reconnaît pas sa faute, puisqu'il nous dira dans le même discours que c'était légal en fait, comme pratique, mais en réalité, Continue, je couperai le montage. Puisqu'il nous dira que c'était légal comme pratique et qu'aujourd'hui elle est simplement sanctionnée parce que les mœurs auraient changé. Or, en réalité, la question qui lui est posée, qui lui est adressée, c'est celle de savoir si sa femme a réellement occupé une fonction, la fonction pour laquelle elle aurait perçu certaines sommes. Donc, a-t-elle été véritablement attachée parlementaire? Il ne répond pas à cette question. Voilà. Le deuxième point, l'homme providentiel ou le verbe incarné. Je cite encore le candidat. Je ne céderai pas, je ne me retirerai pas, car au-delà de ma seule personne, c'est la démocratie qui est attaquée.
je serai au rendez-vous. Ici, le candidat se fait passer pour l'homme présidentiel. Ce qu'il nous montre, c'est qu'au-delà même de la personne qui est la sienne, dans les attaques, en tout cas dans les informations judiciaires et la convocation devant les juges, c'est la démocratie qui, dit-il, se trouve attachée. Il y a donc désormais une confusion entre la personne du candidat et le concept même, l'idée même, la valeur même de démocratie, comme si le candidat n'en était qu'un avatar, qu'une incarnation. Et à partir de ce moment-là, toute attaque sur le candidat serait une attaque faite à la démocratie. Ça nous laisse quand même perplexes, parce que ça nous amène à imaginer la manière dont, effectivement, le candidat, ici le candidat Fillon, se représente sa personne, voilà, dans le paysage politique français. Je serai au rendez-vous. Il aurait pu ajouter inéluctablement, je serai au rendez-vous, parce qu'effectivement, il y a un rendez-vous entre lui et le peuple, entre lui et la démocratie, en fait, entre lui et lui-même, puisqu'il est à la fois le peuple et la démocratie. Le troisième point, c'est la rhétorique victimaire. Je commence encore par une citation du candidat. C'est un assassinat, en effet, par ce déchaînement disproportionné, sans précédent, connu, par le choix de ce calendrier. Ce n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. On voit, ce qui est intéressant ici, c'est que pour la première fois, on voit apparaître le mot assassinat. Il y a donc un assassinat. Là où il y a assassinat, il y a nécessairement victime. Il parle de déchaînement disproportionné, sans précédent. Il conclut par l'assassinat politique dont il est question ici, ce n'est pas seulement le sien, mais c'est celui même de l'élection présidentielle. Donc les deux niveaux se confortent ici. La rhétorique victimaire qui consiste à se faire passer pour celui qui est au centre d'un complot qui serait ourdi, et quelque part on verra par qui en dessous, finit par présenter le candidat comme celui-là même contre qui des forces concourent pour pouvoir gêner, pour pouvoir empêcher son rendez-vous avec le peuple français, son rendez-vous avec la démocratie. Il y a un quatrième niveau. Pour conforter tout cela, il y a une rhétorique qui est bien construite, bien ficelée. On a un champ lexical. J'en ai prélevé quelques expressions des plus signifiantes. C'est un assassinat politique. Vote fauché. La faucheuse. Alternance muselée. Climat quasi-guerre civile. Assassinat de l'élection présidentielle. L'état de droit a systématiquement été violé. On voit que le choix des mots n'est pas fortuit, n'est pas gratuit. L'idée est effectivement de faire passer le candidat pour une sorte de victime. Victime de qui? On le verra tout à l'heure. Pour le rendre possible, on va construire aussi ce que j'appelle une rhétorique du soupçon. On va donc jeter le soupçon sur l'appareil judiciaire, sur l'appareil médiatique. Bien entendu, pour piloter ces deux appareils, il y a la main invisible du pouvoir en place, entendons de l'Élysée, et donc, dans le cas d'espèce, de François Hollande. Cette rhétorique du soupçon, on peut l'entendre à l'endroit de la justice à travers la citation que voilà. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. Parce que le seul suffrage universel et non pas une procédure judiciaire menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la France. Là, on met sur le même niveau deux choses qui, a priori, ne devraient pas l'être. Dans un cas, il est convoqué par les juges, donc c'est une affaire judiciaire, et dans l'autre, il est candidat à l'élection présidentielle. C'est donc le suffrage universel qui est censé sanctionner
sa candidature. En revanche, à travers son argumentation, sa rhétorique du soupçon, le candidat essaie de nous faire comprendre que la convocation chez les juges est un empêchement, est en quelque sorte un procédé pour l'empêcher de remporter l'élection présidentielle. Voilà. Parce qu'il serait difficile de le battre sur le plan politique, ses adversaires auraient donc choisi de l'empêcher de se présenter à cette élection. Et à partir de là, il invite le peuple à rentrer dans la défiance de la justice. Il délégitime donc l'institution judiciaire. C'est le procédé déjà utilisé par Marine Le Pen, qui nous disait déjà de cette justice qu'elle était aux ordres et qu'elle n'était plus pertinente pour pouvoir la convoquer. À côté de cette défiance de la justice, il y a donc la critique des médias. Il dit ceci: la presse doit relater les événements. La justice doit faire une enquête quand c'est nécessaire. Mais lyncher, assassiner politiquement comme vous l'avez fait pendant 10 jours un candidat à la présidentielle, je pense que cela pose un problème démocratique. Je pense que je